Salut les nomades et bienvenue sur Hop de Van. Aujourd'hui on va parler un peu de la Première Guerre mondiale vu qu'on est dans les alentours de Verda. Donc, on est dans un endroit qui s'appelle le bois de Warfemont et ce que tu peux voir derrière moi c'est un ancien canon de la Première Guerre mondiale. Alors il a déjà l'air énorme mais le canon qui est présenté ici c'est un canon de marine de calibre 305 mm. Il faut savoir que le canon allemand qui était là à l'époque était un canon de 380. On les appelait les 380 max parce qu'ils avaient une très longue portée qui pouvait aller jusqu'à environ 35 km. Pourquoi est-ce qu'on les appelait les 380? C'était le diamètre du tube du canon, le diamètre intérieur qui était de 38 cm et c'était à 45. Ça signifie que sa longueur était égale à 45 fois le diamètre du canon. Et donc on est sur un canon qui à l'origine faisait une longueur de 17 mètres. Et comme tu peux voir, on est sur un super beau parking. Parce que j'ai vraiment de la place pour garer le gros. On a passé la nuit ici, c'est très calme, il n'y a rien. Il n'y a pas de village aux alentours. Et sans plus tarder, je vais te faire découvrir le sentier de visite. Alors il faut bien dire ici que depuis 1871, avec l'annexion de l'Alsace-Lorraine, la ville de Verda est située à pas moins de 45 km de la frontière allemande. Donc on est vraiment aux avant-postes pour les combats stratégiques. Durant la Première Guerre mondiale et bien longtemps après, la littérature populaire va mélanger la puissance du feu de la Bertha et la portée des tirs des canons Max. Et donc en réalité, les grosses Bertha sont des canons qui regroupaient la puissance de feu des Bertha et la longueur de portée des canons Max. Et alors dans cette forêt, les Allemands avaient construit des bâtiments de commandement. Ils étaient bien conscients qu'ils allaient s'installer ici pendant quelques temps. Et alors pourquoi ici le canon qu'on a vu à l'entrée du bois n'est pas celui d'origine? C'est parce que tous les canons 380 max ont été refondus ou détruits à l'issue de la Première Guerre mondiale et que celui-ci a été prêté par le département du Morbihan afin de pouvoir donner un aperçu aux visiteurs du genre de canon qu'il pouvait y avoir. Et donc dans la zone tout ici, les Allemands ils ont construit un quartier général et une réserve de munitions pour les obus qui allaient alimenter le canon. Il y a plus de 100 ans, c'était un lieu de guerre et aujourd'hui c'est devenu un lieu source de vie parce qu'on a une forêt qui est une forêt où les grenouilles, les crapauds, les tritons et les salamandres viennent s'abriter. Donc certains poissons ont été introduits par l'homme sur le site du canon de Deuzay et ont dévoré de nombreux individus d'amphibiens, donc ils ont été pêchés et relâchés à différents endroits aux alentours, mais plus ici. Donc il est désormais interdit d'introduire des poissons dans la cuve et dans les différents points d'eau à proximité afin de protéger les amphibiens qui sont désormais les rois de la forêt ici. Alors évidemment, les Allemands devaient dissimuler un maximum leurs activités et donc on ne dirait pas, mais ici derrière moi, il y a des dépôts de munitions et des voies ferrées qui permettaient de transporter les obus par des tunnels souterrains qu'on va aller visiter. Et donc il faut faire bien attention quand tu te balades quand même dans les forêts ici, car c'était un terrain qui était à un moment donné miné et donc je préfère rester dans les sentiers balisés. Où tu as d'ailleurs, rien que dans le bois ici, tu as une balade balisée de 6 et de 12 km pour aller promener ton chien. Bon, comme je te disais, ici c'est ce qu'on appelle un site militaire archéologique. Donc c'est ouvert au public et on peut venir y découvrir les mystères cachés de la Première Guerre mondiale. Parce que c'était ici un des sites les plus tenus, les plus secrets de la Première Guerre mondiale. Avant la fin de la guerre, le canon d'Usa il a été démonté et il a été déplacé pour attaquer Paris. Et donc le site ici est resté secret pendant assez longtemps. On est à la sortie d'un tunnel à munitions qui est desservi par une voie étroite. Il y avait un chariot ici qui chargeait un obus de 380 mm. Donc la flamme en fait produite par le tir de ce canon à longue portée était longue de 15 mètres et la déflagration elle s'entendait à des dizaines de kilomètres. Donc ça rendait
ça pouvait rendre le canon facilement repérable pour l'ennemi. Mais pour compliquer la tâche de leurs adversaires, les Allemands, ils ont brouillé les informations et ils ont actionné notamment des leurres de fumée, de son ou de flamme. Donc le béton ici, là où le petit est, il était peint de grosses taches vertes et le canon était masqué à un filet pour essayer au maximum de le dissimuler. Bon ben pour que tu puisses t'imaginer un peu la taille du machin, ils ont retrouvé un obus ici qui est juste à côté de moi et qui mesure ma taille, sauf qu'au lieu de peser à peu près 75-80 kg, lui il en pèse 750 et il contenait entre 120 et 180 kg de poudre. En tout cas c'est vraiment un site génial pour venir visiter en van, et puis en plus tu as de la place pour te poser gratuitement, donc ça c'est vraiment chouette. Et on va essayer de continuer à suivre les traces de la bataille de Verdun. Alors petit retour dans le contexte historique, en été 1914, l'Europe s'embrase et deux alliances militaires s'affrontent. On a la triple entente, composée de la France, du Royaume-Uni et de la Russie, et également la triple alliance regroupant l'Allemagne, l'Empire austro-hongrois et l'Italie. Et le 1er août 1914, on a la France qui décrète la mobilisation générale et tous les hommes en âge de combattre doivent prendre le chemin des casernes. Et on est près du village de Billy-sous-Mangienne ici. C'est fou ça, je ne savais même pas qu'il y avait un village qui s'appelait Billy, comme quoi on en apprend tous les jours. Donc on suit la ligne de front ici. Et au fur et à mesure de découverte, on se dirige tout doucement vers la ville de Verdun. On va se reposer un peu le week-end. Ici on se balade au milieu d'un village nègre. Un ancien village nègre, comme c'est les poilus qui ont appelé ça comme ça. Mais on croirait plutôt un village habité par des zombies. En réalité, on se croirait vraiment dans un autre monde ici. Donc quand tu vois, il y a plein de petits baraquements tout autour. On est vraiment dans un village abandonné. C'est impressionnant. Et à mon avis, il ne faut pas trop sortir des sentiers balisés. Je me méfie toujours dans ce genre d'endroit. Que ce ne soit pas de terrain miné. Et là ici sur la droite on avait le mess des officiers. Maintenant qui sert d'abri de nuit aux chauves-souris. Donc là on a la maison du capitaine. C'est un bâtiment qui est richement décoré. Et qui est considéré comme la maison du capitaine Marguer. Et d'où le nom de l'endroit, le camp Marguer. Complètement dingue. C'était un capitaine allemand détaché spécialement du comité d'ingénieurs de Berlin. Et il avait pour mission de construire des abris en béton armé pouvant être réalisés le plus rapidement possible. Et alors, le cinéma, c'était quand même assez important pour les Allemands déjà dans la Première Guerre mondiale. Déjà à ce moment-là, ils utilisaient les films pour donner des informations en réalité aux Allemands, pour donner des nouvelles des militaires qui combattaient sur le front. Mais alors, ça a très vite servi également d'arme de propagande pour légitimer les actes de l'armée. Donc autant dire que le Troisième Reich dans les années, fin des années 30, début des années 40 n'a absolument rien inventé. Ça existait déjà pendant la Première Guerre mondiale. Le camp Marguer, ça semble vraiment être un lieu aussi exceptionnel qu'oublié, perdu au milieu de la forêt. C'est vraiment un lieu d'archéologie militaire très impressionnant. Faut pas oublier qu'on est ici sur des bâtiments qui ont plus d'une centaine d'années et qui n'ont pas été construits pour durer plus de quelques années à la base. Et ils sont toujours debout. Et alors dans la plupart des bâtiments, pas tous mais dans la plupart, l'entrée est interdite, même s'ils sont ouverts, parce qu'il peut y avoir des risques encore d'effondrement évidemment. On va essayer de retrouver le camion maintenant parce que je ne sais pas où je l'ai mis. C'est quand même assez grand ici. Alors, je te disais tantôt que c'était le repère des chauves-souris, bien évidemment. Il y a deux grandes espèces de chauves-souris ici dans la forêt domaniale de Spaincourt. On a les petits rhinolophes et les grands rhinolophes. Si tu aimes bien les chauves-souris, tu dois sûrement connaître.
c'est les deux espèces principales de la forêt. Et alors elles viennent s'abriter maintenant. C'est elles qui habitent les bâtiments de la Première Guerre mondiale. Et donc elles se caractérisent par en fait la plupart des chauves-souris émettent leurs cris par la bouche. Et celles-là, elles crient par le nez. C'est tout à fait spécifique à ces espèces qu'on appelle les rhinolophes. Et on peut les reconnaître facilement parce qu'elles ont un nez en forme de fer à cheval surmonté d'une petite feuille. Et alors également, ce qui est complètement dingue avec ce village, c'est qu'il est juste ici derrière moi, dans les arbres, et qu'il a une cinquantaine de mètres, et on voit absolument rien. Donc il était vraiment super bien dissimulé. Alors après le front allemand, on va visiter maintenant le champ de bataille de Verdun, où on a la carte ici derrière. Comme tu peux voir, il y a vraiment énormément de choses à voir. On va pas s'attarder sur tout. Je vais juste te faire découvrir quelques endroits emblématiques de la bataille de Verdun. Alors ici, on est devant un abri de combat qui a été construit après la guerre de 1870 afin de défendre Verdun dans la perspective d'un nouveau conflit avec l'Allemagne. Donc on peut dire qu'ils ont été bien inspirés. Et d'après les lieutenants de compagnie française mitrailleuse qui étaient en poste ici, ils décrivent ces endroits comme de véritables taudis dans lesquels gémissent des dizaines de blessés étendus à terre sur des brancards que l'on a peine à côtoyer sans heurts. Des infirmiers et des brancardiers circulent au milieu d'eux comme dans leur élément, le front empourpré de fièvre, les yeux brillants. Un blessé se soulève sur sa couche, il tend les bras vers des ombres vaines qui se hâtent dans la pénombre et il retombe accablé. C'est là où se trouvent rassemblés les blessés que l'on ne peut pas évacuer, les mourants, confiés à la sollicitude infinie des brancardiers, des médecins et des aumôniers. Alors pour venir visiter le champ de bataille de Verdun, et là à peu près, je pense, c'est 33 sites historiques qui sont présents. C'est très agréable de venir ici, te balader, mais si tu as envie, tu peux prendre un VTT parce qu'il y a vraiment énormément de terrain à couvrir et tu peux pas tout faire en van. Donc, et si tu veux en apprendre encore un peu plus sur la bataille de Verdun, je ne peux que te conseiller d'aller visiter la ville de Verdun et ses musées. Et il y a notamment le Centre national de la paix qui est un musée très intéressant. Et il y a aussi une citadelle souterraine, entre autres choses, avec plein de monuments dans la ville, également dédiés à la Première Guerre mondiale. À l'issue des combats qui ont duré à peu près 300 jours et 300 nuits, on a quand même près de 700 000 hommes qui sont morts, blessés ou disparus au combat. Et on peut se balader au cœur de la forêt domaniale de Verdun, qui est une forêt sanctuaire dont le sol conserve encore les restes de 80 000 soldats. Et la forêt ici est une zone Natura 2000 parce que les trous formés par les obus sont encore aujourd'hui et depuis la fin des combats devenus des abris naturels pour les amphibiens de toutes sortes. Et voilà à quoi ressemblait le village de Daumont. C'est une ancienne photographie du village qui a été détruit en 1916. Et à la fin des combats, les habitants ont retrouvé leur village totalement ravagé et tellement miné par des bombes et des obus que c'était beaucoup trop dangereux d'essayer de le reconstruire. Donc tout le site que tu peux voir ici, c'est le site de l'ancien village de Daumont. Et des hommages aux nombreux soldats qui ont perdu la vie ici. Et pour la petite histoire, il y a Charles de Gaulle qui a combattu ici en 1916 avant de devenir évidemment président de la République. Et il faisait partie du 33e régiment d'infanterie. Donc voilà, dans cette vidéo, on a vraiment fait qu'effleurer la surface de toutes les merveilles historiques qu'il y a à voir ici dans la campagne de Verdun. Mais j'espère que ça t'aura donné goût à venir voir par toi-même et à venir passer des heures et des heures à rendre hommage aux centaines de milliers de victimes de cette bataille.
Ouais, du coup, c'est devant cette nécropole nationale qui est vraiment impressionnante. Et ces centaines de milliers de tombes que je te propose de mettre fin à la vidéo. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a donné envie de venir découvrir l'histoire de la Première Guerre mondiale et de la bataille de Verdun par toi-même. N'oublie pas de t'abonner, à lâcher un pouce bleu si tu as bien aimé et à mettre en commentaire si tu as été visiter d'autres endroits ici dans les alentours de Verdun et qui t'ont vraiment bien plu.